Bonjour à tous, je suis Cécile Gruber, vous m'entendez bien? Ouais. Je suis directrice du pôle transition à l'Agence parisienne du climat. L'Agence parisienne du climat, c'est une agence locale de l'énergie et du climat qui a été créée et qui a pour mission par la ville de Paris et qui a pour mission en fait d'accompagner la mise en œuvre opérationnelle de son plan climat comme celui du plan climat de la métropole du Grand Paris. Et donc on travaille sur différents secteurs, en particulier la rénovation de la copropriété. Donc ça, c'est notre cœur de métier. Et puis on travaille sur le secteur des énergies renouvelables, sur l'accompagnement à l'élaboration des politiques publiques climat-énergie, sur le climat et sur le sujet de l'adaptation au changement climatique, avec des projets qu'on déploie pour les professionnels. On accompagne aussi la structuration des professionnels avec un dispositif Coach CoPro. On a un stand là-haut qu'on pourra vous présenter, en particulier sur toute la rénovation de la copropriété à Paris, mais aussi dans la métropole du Grand Paris. Je vais faire cette présentation pas toute seule, avec aussi un partenaire qui est un bailleur social de la ville de Paris, Paris Habitat, et qui nous fera un retour d'expérience sur une des solutions qu'on va présenter. Je vais vous présenter le dispositif Adaptaville qu'on a développé, et qui vous fera un retour d'expérience sur donc une solution de peinture réfléchissante à partir d'une expérimentation qu'ils ont fait sur un de leurs immeubles. Donc des solutions, voilà, ils vous présenteront leurs résultats. Donc, je présente Laurence Chevreau. Laurence qui est responsable de la coordination patrimoniale à la direction d'exploitation de Paris Habitat. Et, je ne me suis pas trompée. Et Benoît Cartier, donc, qui est sur le terrain, qui est chef du service patrimoine à la direction territoriale Est de Paris. Donc, c'est 20e et 12e. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter un dispositif. Donc nous, on a travaillé sur l'accompagnement de la politique adaptation de la ville de Paris, notamment la révision du PLU bioclimatique, mais on a monté aussi des outils opérationnels pour accompagner les territoires, et ça en fait partie de la boîte à outils qu'on a développée. Adaptaville, c'est un dispositif en fait qu'on a créé avec le soutien de l'ADEME, de la ville de Paris, de la métropole du Grand Paris, avec l'idée, c'était qu'on avait observé une accumulation des vulnérabilités sur les territoires, que les EPCI ont obligation de mettre en place maintenant des diagnostics de vulnérabilité des territoires, et ils ne sont pas en avance, qu'il y a des stratégies d'adaptation émergentes. Tout le monde n'a pas sa stratégie d'adaptation dans les territoires, donc il y a un besoin d'accompagnement sur ça. Et puis surtout, il y a quand même beaucoup de bonnes pratiques et beaucoup de solutions qui sont développées sur les territoires, mais qui ne sont pas connues, qui ne sont pas suffisamment diffusées et qui auraient intérêt à être partagées davantage que ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors on s'est engagé du coup, nous, à identifier, repérer, recenser toutes les solutions d'adaptation au changement climatique qui s'appliquent à la ville dense, au territoire urbain, donc on ne va pas parler des solutions côtières ou de montagne, et qui ont fait leurs preuves et qui peuvent être répliquées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire du coup en phase aux enjeux d'adaptation du territoire qui vont être principalement les vagues de chaleur, donc les canicules, les inondations, notamment par ruissellement, les inondations par crue aussi, et puis la sécheresse. Sur cette plateforme, vous pourrez aller voir, c'est adaptaville.fr. Mince, je vais trop vite. Ah non, il y a une slide qui s'est intercalée, pardon. Vous trouverez des fiches solutions, en fait, qui sont très qualifiées, très documentées, où vous pouvez à chaque fois voir le contexte de l'opération, la complexité de mise en œuvre. On a travaillé aussi à rechercher tous les coûts directs ou indirects, parce que la question de l'entretien est toujours posée. On a aussi des contacts, on recense toutes les entreprises qui ont soit apporté des solutions, soit les maîtres d'ouvrage qui ont fait des retours d'expérience, et on enrichit régulièrement ces fiches de retour d'expérience des utilisateurs ou des maîtres d'ouvrage. Et puis, vous pouvez y avoir accédé directement, puisque les contacts de tous les partenaires, de toutes les personnes avec lesquelles on s'est entretenu pour faire ces fiches, donnent leur contact. C'est une des conditions pour être référencé. À l'appui, donc il y a à peu près 70 fiches sur des solutions grises, des solutions fondées sur la nature, des solutions organisationnelles aussi, qui couvrent à la fois des solutions sur l'espace urbain et des solutions bâtimentaires. On a moins de solutions bâtimentaires aujourd'hui, mais c'est l'objectif, c'est d'en déployer davantage, mais je vais vous en présenter quelques-unes pour les années à venir. Et on est très friand de retours d'expérience qui seraient intéressants à partager au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à nous les faire remonter.
À l'appui de cette plateforme, adaptaville.fr, donc je vous invite à aller regarder, on développe tout un dispositif d'animation territoriale et avec des visites de sites. D'ailleurs, on fait une visite de site sur l'école de Rosny-sous-Bois. Vous avez il y a beaucoup de présentations cet après-midi. Donc, inscrivez-vous à notre newsletter Adaptaville, c'est gratuit hein, et c'est très bientôt. On fait des webinaires sur des sujets soit thématiques approfondis, soit le prochain, c'est pour présenter toutes les aides locales qui existent pour développer les opérations sur les territoires, que ce soit pour les entreprises, pour les collectivités. Donc, si vous êtes informé des aides qui existent locales ou nationales, vous n'hésitez pas à regarder. Et puis, on fait des ateliers participatifs. Là, c'est plus vocation opérationnelle pour accompagner le changement aussi de pratique de culture sur des solutions qui sont a priori simples d'apparence, mais qui posent toujours X mille questions quand on doit les mettre en œuvre. Donc, on a fait des ateliers sur les solutions d'ombrage en ville. On a sorti un guide dessus à la suite de ces ateliers que vous pouvez retrouver sur notre stand, on est sur la mezzanine. On a fait un atelier sur la surchauffe dans les écoles et puis un atelier sur les revêtements. Là, l'idée, c'était de regarder comment on passe du béton, bitume, asphalte à des matériaux moins carbonés et qui répondent aux enjeux climatiques d'aujourd'hui. Donc, comment choisir le bon matériau au bon endroit. Voilà, c'est le type d'atelier qu'on fait. On sortira un guide en mai prochainement sur ces sujets-là, si vous êtes intéressés. Et puis, comme on anime une communauté qui commence à se structurer sur l'Île-de-France, on a aussi une rencontre annuelle qu'on organise tous les ans, qu'on réunit 300 professionnels. Donc, vous y êtes conviés. Le prochain, ce sera en octobre. Alors, le sujet de... Je voulais faire un... Nous, on est beaucoup sur des solutions, vous verrez, sur l'espace urbain, sur la plateforme, et des solutions bâtimentaires aussi intéressantes. Et surtout, on s'attache à les présenter, même si les solutions, elles existent, elles sont connues, mais elles ne sont pas assez, en fait, systématisées, elles ne sont pas assez utilisées. Et surtout, aujourd'hui, on a encore beaucoup de bâtiments, et nous, des fois, on revient vers nous en nous disant, on a une opération, c'était pourtant une opération qui a été déployée dans un écoquartier, mais l'école qui date de 2014, elle est plus du tout adaptée. Elle rencontre des problématiques de confort d'été aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de bâtiments qui nécessitent encore d'être adaptés et surtout d'être adaptés à un climat auquel on ne s'attend pas. Déjà aujourd'hui, les problématiques sont là, mais en fait, il faut savoir que le climat, il va encore s'aggraver. On peut imaginer à Paris, enfin, c'est pas qu'on imagine, c'est que les projections des climatologues à Paris montrent qu'on aura 20 jours de canicule en 2030, on en aura 35 en 2085, et pareil pour les nuits tropicales, ça va être multiplié par 7. Donc, en fait, il faut vraiment s'attendre et il faut vraiment se préparer à adapter les bâtiments de façon plus importante que ce qu'on fait aujourd'hui actuellement. L'étude qui est intéressante que je vous conseille de l'ADEME de résilience, notez ce point-là en particulier et puis recommander évidemment d'avoir, justement pour répondre à ces problématiques d'aggravation des conséquences du changement climatique et de l'accélération du changement climatique, d'avoir une approche globale et surtout de combiner des solutions qui soient à la fois sur l'isolation thermique extérieure, qu'elle préconisait en particulier, avec des solutions de surventilation nocturne, avec des solutions de protection solaire, avec des solutions de végétalisation de toiture, avec une attention particulière apportée à la maîtrise d'usage, puisque évidemment l'occupant a un rôle majeur à jouer pour préserver la fraîcheur dans le bâtiment. Alors, quelques solutions sur la plateforme que je présente ici rapidement. C'est pour vous donner un aperçu de ce que vous allez trouver, parce que vous aurez les détails de toutes ces solutions. Vous isoler, protéger, ventiler, évidemment, c'est des actions que vous faites en permanence. Il y a beaucoup de solutions, notamment on promeut les matériaux biosourcés parce que c'est des matériaux qui ont un déphasage intéressant, mais dans les opérations, aujourd'hui, on a quand même très peu qui les utilisent. Donc là, on a un retour d'expérience de béton de chanvre, un mélange de chanvre et de chaux, qui a été appliqué sur un bâtiment ancien, donc une filière intéressante parce qu'elle existe en Île-de-France en tout cas, et des propriétés hygroscopiques qui permettent justement de travailler le bâtiment ancien. Donc une très belle opération que je vous invite à regarder. On a des solutions également sur le free cooling qui sont présentées. Donc là, il y a un retour d'expérience, différentes solutions de free cooling, mais là, il y en a un retour d'expérience d'un promoteur qui s'appelle ICAD et qui a installé un dispositif automatisé de programmation pour ouvrir
toutes ces ouvrants entre 2h et 5h du matin. Évidemment, il faut que la température extérieure soit plus fraîche. Et puis des solutions aussi sur le rafraîchissement adiabatique. Donc dans le salon, il y a beaucoup de retours d'expérience qui sont présentés. Ça, c'est sur la plateforme, on a un retour d'expérience sur les bains-douches de Pantin, qui datent de 1924, qui ont été reconvertis en crèche. Et c'est une très belle opération qui est de rénovation bioclimatique, qui intègre à la fois des matériaux biosourcés, la végétalisation, et puis des systèmes de free cooling, un système adiabatique direct et indirect, donc avec un dispositif de ventilation double flux, et puis des brasseurs d'air. Donc vraiment une approche globale pour pouvoir essayer d'avoir un bâtiment qui puisse se préparer à l'aggravation du changement climatique plus tard. Là, c'est une solution qui va vous être présentée avec un retour d'expérience particulier. On est beaucoup interrogé par les collectivités sur, en fait, évidemment, dans la rénovation d'un immeuble, par exemple de logement, nous, quand on les accompagne la rénovation des propriétés parisiennes, ça met entre 5 et 6 ans. Donc, on ne peut pas attendre, en fait. Donc, on est vraiment, et c'est pareil pour les équipements publics, les écoles, les crèches, les personnes vulnérables, les EHPAD, on ne peut pas attendre 5 ans que le bâtiment, tout le parc soit rénové. Donc, quelle solution on est beaucoup interrogé sur ça. On peut déployer rapidement. Donc, il y a des solutions qui existent, ça c'en est une, mais toutes leurs solutions ont leurs limites, donc c'est ce qu'on verra après. Et surtout, précaution, c'est une solution qui ne remplace pas évidemment la membrane d'étanchéité. Ce n'est pas une solution d'isolation thermique extérieure. Donc, elle a ses avantages, mais elle implique aussi de faire une demande préalable de travaux parce que ça modifie l'aspect extérieur du bâtiment. Donc, c'est une solution qui a un certain nombre d'avantages, qui est gratuite, mais qui ne peut pas se déployer aussi facilement et partout qu'on pourrait le vouloir. Il y a un webinaire avec un expert du CEREMA et puis le fournisseur, un fournisseur de peinture et de retour d'expérience. Vous pouvez aller regarder sur la plateforme qui pourrait vous intéresser. On parle du bâtiment et sur la plateforme, on a beaucoup aussi de solutions d'îlots de fraîcheur parce que l'idée, c'est aussi de travailler le bâtiment et pour préserver la fraîcheur, c'est de travailler sur son environnement de proximité. Et donc, on a énormément de solutions. D'abord sur le bâtiment avec beaucoup de solutions sur les végétalisations de toiture. On référence aussi les entreprises qui fournissent des solutions qui nous paraissent intéressantes. Entre autres, il y a le prieuré végétal, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, on en référence d'autres. On a des exemples de végétalisation sur dalles. Ça, c'est aussi, on peut le faire, il en existe. Là, on en a une très belle de Paris Habitat qui est ici. Et donc là, je ne vais pas la détailler parce que je ne vais pas avoir le temps, mais qui a travaillé aussi la récupération de l'eau de pluie. Donc ça, c'est pas encore fait, on m'a dit, mais c'est en cours. Et avec des types de matériaux de surface différents, un avec une alvéole d'eau un peu plus élevée, un avec justement pour un matériau terre-pierre pour infiltrer, et puis de la végétalisation avec des plantations de houblon, qui est une plante qui est assez intéressante, parce qu'évidemment la végétalisation, c'est aussi toute la réflexion, et on a beaucoup d'outils qui permettent de choisir les bonnes essences, quelles essences il faut mettre pour pas aussi consommer trop d'eau plus tard. Et là, le houblon, tout l'intérêt, c'était que c'est la question de végétalisation pose la question de l'entretien derrière. Et là, il y a un partenariat qui a été mis en place avec une brasserie locale et donc qui vient faire l'entretien et qui vient faire la cueillette. Donc là, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Là, il y a beaucoup de solutions de revêtement sur la plateforme aussi que vous pouvez aller voir. Bon, là, j'ai mis une solution de revêtement alvéolaire. Bon, c'est des revêtemements qui permettent d'infiltrer l'eau de pluie, mais il y en a beaucoup d'autres solutions. Et puis des solutions de récupération d'eau, entre autres. Pour terminer, juste une solution qui était intéressante, qui est c'est un petit îlot de fraîcheur dans une cour d'immeuble, donc de logement. Là, l'idée, c'était de travailler sur un aménagement paysager avec désimperméabilisation du sol. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé l'enrobé, et puis ils se sont servis de cet enrobé pour faire un aménagement paysager. Et ensuite, ils ont rajouté de la terre pour enchérir le sol. Et ils ont développé une strate végétale. On peut développer différents types de strates végétales sur cet aménagement. Mais l'objectif, c'était de travailler sur le réemploi et la réutilisation de tous les matériaux sur place. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et c'est assez intéressant. Je vous invite à aller le voir. Et puis pour terminer, un dispositif de la ville de Paris qui a été mis en place très récemment, qui est un dispositif qui s'appelle CoProAsis, qui est un dispositif qui permet de
d'accompagner, de conseiller les copropriétaires sur la végétalisation des façades, des toitures ou de leur cours d'immeuble, avec des aides financières de la ville de Paris, un forfait d'études de sol, d'études de structure de 5 000 €, et puis des aides pour la réalisation des travaux plafonnés à 30 000 €. Voilà. Donc tout ça, c'est alors à l'Agence parisienne du climat, en fait, on est la porte d'entrée pour conseiller, expliquer, mettre en relation avec les professionnels. C'est pas nous qui faisons les études, donc on fait le lien entre les professionnels et puis les maîtres d'ouvrage privés qui sont pour la copropriété des maîtres d'ouvrage pas forcément sachants. Voilà. Bonjour, donc je représente Paris Habitat, c'est un bailleur social sur Paris et la métropole. On a 125 000 logements, on loge un Parisien sur 9 et on est signataire de la charte Paris Action Climat. Donc on s'est engagé auprès de nos locataires à améliorer leur cadre de vie. Et pour ça, on a fait des expérimentations, on a testé une peinture réfléchissante sur un de nos immeubles. Donc on a recherché une terrasse qui était plutôt en bon état, sur lequel il n'y avait pas de travaux à court terme, ni sur le bâti, avec un espace assez dégagé pour ne pas avoir d'ombre portée, un accès facile et sécurisé pour pouvoir faire les travaux, et avec peu d'encombrement sur la terrasse. Et ce qu'on a voulu aussi avoir, c'est une terrasse à proximité qui a à peu près les mêmes caractéristiques pour pouvoir monitorer et avoir un témoin. Et on a aussi souhaité que sur cette terrasse, il y ait des vues pour voir l'acceptation des locataires au changement de la terrasse. Donc le site est situé dans le 20e arrondissement, entre la rue des Couronnes et la rue Patoria. C'est un ensemble immobilier des années 65 qui a bénéficié de travaux dans les années 2000, qui est constitué d'une structure voile et plancher béton avec une ITE en polystyrène de 10 cm. On a des fenêtres PVC avec des jalousies, une ventilation naturelle et une étanchéité en autoprotégé avec un polyuréthane de 10 cm. L'étanchéité était en bon état, elle bénéficiait pas d'une programmation de travaux sous 3 ans. Donc on a nettoyé la terrasse, fait la révision de tous les relevés avant l'application du produit pour qu'on ne soit pas embêté derrière et que le support soit sain pour le recevoir. L'application, elle s'est faite au rouleau, d'abord un primaire et ensuite 2 couches de peinture blanche. Alors, il a fallu viser quand même une fenêtre de tir entre les averses pour que le produit puisse sécher et ne pas être délavé. Donc, à cette période, c'était assez compliqué. Donc, on a quand même réussi à trouver un moment pour appliquer sans pluie. Sur cette terrasse qu'on voit de loin, en fait, comme on a très peu de pente, on a souvent des flashs qui restent et du coup des résidus avec des mousses. Donc on sait qu'on va devoir la nettoyer assez régulièrement pour pouvoir garder le principe de l'albédo. Et cette terrasse, le coût, ça a été de 9 € hors taxe pour la peinture, la fourniture de la peinture, et en application 20 € du mètre carré hors taxe. Voilà. Et donc on a monitoré pour pouvoir voir l'effet de cette peinture. Et donc je vais laisser la parole à Benoît qui va vous expliquer ce qu'on a fait. Bonjour. Du coup, oui, après avoir mis en place la peinture réflective, on a monitoré, on a fait tout ça assez rapidement. Sans recourir à un bureau d'études, puisqu'en fait on n'avait pas de budget de recherche sur l'opération, donc ça s'intégrait vraiment dans une opération de test. Du coup, on a monitoré 2 logements sous la terrasse traitée en blanc, 2 logements en étage courant et 2 logements dans le bâtiment perpendiculaire sous la terrasse non traitée, et une sonde en or en extérieur pour qu'on ait notre propre relevé de température locale pour comparer.
Et on a implanté 2 sondes par logement, une dans une pièce avec fenêtre et une dans l'entrée en cœur de logement. Le suivi des sondes, il s'est fait via un prestataire qui s'appelle Omaze, et avec des petites sondes collées dans le logement et le reporting de données par le réseau LoRa. On a posé les sondes en juin 2022. Du coup, ça c'est le premier résultat sur la période. Donc, c'est les températures moyennes par journée. Donc la courbe bleue, c'est la moyenne des températures dans nos 2 logements équipés de sondes sous la toiture avec le réflecteur. Le orange, c'est la courbe, les logements dernier étage dans le bâtiment où il n'y avait pas la peinture réflexive. En gris, on voit l'évolution des températures moyennes extérieures. Et puis, quelque chose qui nous a beaucoup appris, finalement, sur le comportement du bâtiment en confort d'été, c'est le témoin au 4e étage, en étage courant. On a vu comment il se comportait aussi. Donc, sur cette approche mesure moyenne des températures, on est systématiquement en décalage par rapport aux témoins. On gagne en moyenne 2 degrés. Donc, voilà, ça fonctionne. On gagne 2 degrés. Mais après, quand on rentre dans le détail et qu'on sort de la moyenne journalière et qu'on arrive sur une donnée où on regarde par pas d'heure comment ça se comporte le bâtiment, on est vite rattrapé par la question du bâti sur lequel on a appliqué la peinture réflexive. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui a un isolant polystyrène et une ossature béton qui stocke la chaleur. Et on voit bien qu'on arrive à un plafond de gain et on n'arrive pas à déstocker la chaleur de toute façon en période estivale. Et on démarre notre journée le matin à 10h alors que la température extérieure est de 22, il fait déjà 25 dans notre logement test. Ce qui est quand même mieux que le logement voisin, que le logement témoin, qui lui a eu plus d'apport calorifique et a encore. Mais malgré tout, on est sur une approche qui nous a amené vraiment à relativiser le gain. Et puis dans l'approche relation avec nos habitants, ce delta de 2 températures, il n'a pas été ressenti. C'est-à-dire que nos habitants, ils nous ont pas dit « Ah, c'est génial votre truc ». Voilà, il n'y a pas eu dans les cercles de discussion, il n'y a pas eu de ressenti de gain. Néanmoins, objectivement, on a bien ce gain. Voilà, donc c'était ce que je vous disais. Donc du coup, en fait, on a surtout appris sur le comportement de notre bâtiment. Donc la question du déstockage, comment déstocker la chaleur accumulée. On a aussi remarqué, grâce aux mesures, que finalement, surtout dans notre logement témoin, on avait des habitants qui n'utilisaient pas beaucoup le refroidissement nocturne. En fait, on a bien vu qu'il y a un comportement de nos habitants à Paris, on n'a pas encore cette culture de gérer la chaleur. Et même dans notre logement en étage, on voit qu'on a des résultats où on pense que nos locataires ne se protègent pas assez du soleil, on ne leur donne pas assez les moyens non plus, et puis on ne les aide pas du tout à déstocker en nocturne. Donc notre principale conclusion, c'est qu'on va essayer d'appliquer aussi des consignes et de l'accompagnement sur le bon comportement pour la gestion de ce logement en période estivale. Voilà, donc du coup on a, et puis comme le disait Laurence, on a un sujet sur l'entretien d'un toit terrasse qui est conforme au DTU, mais du coup qui a quasiment pas de pente, et on a des zones de résidus, et on va avoir besoin de la nettoyer pour conserver l'effet d'albédo. Et par contre, un point positif qu'on a relevé, c'est sur les températures de contact. C'est-à-dire qu'en période estivale, notre bardeau bitumeux témoin, il est à 71 degrés en température de surface, ce qui est quand même assez costaud. Et puis, quand on a un orage d'été qui arrive avec de l'eau qui tombe à 5 degrés, ça fait des deltas températures assez conséquents et qui malmènent nos étanchéités. Et le même revêtement avec le revêtement blanc, on était à 55 degrés. Donc on a une quinzaine de degrés en température de surface d'écart sur le même matériau entre la peinture réflexive et pas la peinture réflexive. Donc voilà, ce petit retour rapide sur
sur ce test, sachant que le produit qu'on a utilisé, donc on ne le cite pas, dans les plaquettes, ils annoncent des gains de 5 à 6 degrés, mais en fait sur des bâtiments qui n'ont pas d'inertie. Et leurs grandes expériences, c'est sur plutôt du bâtiment type hangar. Mais nous, ça nous intéressait parce qu'on avait beaucoup de sollicitations et de nos habitants et de nos dirigeants sur le test de ce type de solution. Voilà les conclusions de synthèse. Merci. Ouais. Quelque chose à ajouter? Non? On passe aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Avez-vous aussi fait des tests avec des panneaux solaires en toiture, des panneaux photovoltaïques, pour voir aussi la préservation de la température en dessous? Alors du coup, on n'a pas de test instrumenté sur les panneaux solaires, mais ça permet de rebondir sur votre question. Sur le choix, en fait, on a eu du mal à trouver une terrasse pour essayer la peinture à albédo, parce que sur ce type de toiture terrasse, depuis 2007, par Habitat, systématiquement, où on végétalise nos terrasses, où on met des ENR, où on remet du gravillon pour protéger, gravillon blanc. Donc du coup, moi sur mon parc, j'ai 280 ensembles immobiliers sur le 20e et le 12e. En fait, j'ai plus que 3 ensembles immobiliers qui ont du bardeau bitumeux en bon état. Et celui-là, c'était le seul parc sur lequel j'ai pas une programmation de travaux de remplacement immédiatement. Mais on n'a pas fait de test. Après, on a une expérience d'effet placebo chez des locataires. On a une résidence, on avait 2 bâtiments et on a fait en décalage une opération de végétalisation. Et les gens chez qui on a fait l'opération de végétalisation, ils vivaient mieux l'été que leurs voisins d'en face. Donc ça, c'est toujours de la comparaison entre voisins que les commerciaux utilisent dans certains cas, mais on n'a pas d'instrumentation là-dessus. On sait que... Oui, bonjour. Ça marche. Moi, j'ai une question, en fait. Juste pour compléter, pardon. C'est vrai que par rapport aux peintures réfléchissantes, ça peut avoir un gain de productivité supplémentaire sur les panneaux photovoltaïques. Après, on n'a pas testé, nous. Par ailleurs, sur les panneaux solaires, on a des solutions aussi qui couplent la végétalisation en toiture et les panneaux solaires, c'est tout à fait possible. On n'a pas testé non plus, et donc vous pouvez en trouver d'ailleurs sur la plateforme Adaptaville des retours d'expérience là-dessus, mais on n'a pas tester comment les panneaux solaires pouvaient protéger, mais en tout cas, ça peut quand même aider à protéger un peu la végétalisation du soleil. Mais pas de test très, très optimal. Après, je sais qu'il y a eu, par rapport à la peinture réfléchissante, la ville de Paris, elle, a fait aussi une expérimentation sur une école et un gymnase en 2017. Et ils avaient obtenu... des gains de baisse de température d'un peu plus de 2 degrés, donc à peu près pareil. Et de la même façon, sur le gymnase, sur la toiture, ils avaient mesuré donc en toiture 48 degrés avant la peinture et 30 degrés après la toiture. Donc c'est à peu près les mêmes écarts que ce que vous avez mesuré, quoi. Et donc la ville de Paris a quand même considéré que c'est des solutions qui peuvent être intéressantes pour certains quand même bâtiments, sachant que dans une phase de transition, elle a un programme de rénovation de tout son parc, mais en attendant, ça peut être des solutions transitoires qui peuvent un peu aider. Et par ailleurs, elle du coup, elle envisage quand même elle a identifié certains bâtiments chez elle, et de cette année, elle va déployer cette peinture réfléchissante sur une dizaine de bâtiments publics. Oui, moi j'avais une question peut-être plus liée à la question de la ville en général, parce que je sais que par exemple sur Paris, à un moment donné, la question des photovoltaïques introduisait des réflexions lumineuses par rapport aux environnants. Est-ce qu'avec une peinture blanche réfléchissante comme ça, est-ce que du coup il n'y a pas un problème qui peut se poser dans un environnement très urbain par rapport à ça ? Du coup, comme le disait Laurence, c'était un choix volontariste de mettre le bâtiment au cœur d'un îlot en bas. On n'a eu aucune remarque. Voilà. On est plus bas, c'est-à-dire qu'on est encadré, les points où on faisait les photos, on est à 5 étages plus haut. Donc on a une centaine d'habitants qui ont vu sur cette terrasse et on n'a pas eu de remarques. Oui, effectivement.
Après, nous, c'est pas une solution qu'on va recommander en ville dense, en voirie, par exemple, parce qu'effectivement, ça va réfléchir sur les murs et sur les immeubles la chaleur. Donc, et de la même façon, enfin, là, il y a peut-être un espace quand même qui est assez ouvert autour du bâtiment qu'ils ont testé, mais quand vous avez des bâtiments voilà, mitoyens, une terrasse en bas, il y en a plein en cœur d'îlot. Il faut faire attention, effectivement, quand même, si vous n'avez pas des vues directes, voilà, parce que ça peut effectivement avoir des effets négatifs sur l'environnement direct, quoi. Oui, là, on ne voyait pas un coefficient de réflexion important quand même. D'abord, peut-être la granulosité, alors que le photovoltaïque, avec des bords métalliques ou autres, peut réfléchir, lui, quasiment parfaitement. Hein, donc peut-être, et puis le verre réfléchit très bien aussi. Voilà. Oui, des verres granités ou autres. Oui, bonjour. On entend? Oui. Juste pour savoir, il s'agissait d'une isolation extérieure des murs, le polystyrène. Le polystyrène était en ITE? Les murs? Les murs, c'est polystyrène. En ITE ou... En ITE, polystyrène en ITE, posé dans les années en 2010, je crois. D'accord. Et l'isolation en terrasse, polyuréthane. D'accord. Et sinon, les couches de peinture, c'est l'épaisseur, ça fait combien de millimètres? La peinture, c'est les 2 couches de la peinture. Hein, c'est très fin. c'est très fin. Ah, C'est très vraiment... fin, d'accord. Est-ce qu'elle a une particularité autre que la réfléchissante ou est-ce qu'elle a d'autres propriétés que la peinture? C'est une peinture classique ou... C'est une peinture formulée par un fabricant avec dedans, alors le modèle qu'on a retenu, il y a un peu de céramique dedans et d'autres choses. Voilà, Elle renvoie les infrarouges et elle résiste aux UV. D'accord, merci. Et en complément de votre question sur le photovoltaïque, là l'expérience elle était intéressante parce qu'on était à même état d'isolant. Alors que quand on refait des travaux et qu'on refait une étanchéité et qu'on l'équipe en panneaux photovoltaïques, on change aussi le paradigme de l'isolant avec des isolants plus performants. Donc du coup, les points de comparaison, on ne sait plus ce qu'on compare. Là, au moins, l'intérêt, c'est qu'on comparait vraiment la même situation d'isolant et de bâti, avec la seule différence, c'était la peinture sur un bâtiment sur lequel on n'amenait aucune autre amélioration. Bonjour. Au niveau des différences que vous avez entre les logements, alors, je pense qu'il y a peut-être aussi une question d'usage entre les différents logements qui peut un peu flouter les résultats. Et là où ce type de peinture pourrait, à mon sens, avoir un vrai impact, ça serait sur les toits parisiens zingués, où là, du coup, on limiterait énormément les apports solaires par la zinguerie, mais il faudrait déjà qu'il y ait une acceptation du coup des pouvoirs publics et de la mairie là-dessus. Oui, du coup, c'est un sujet sur lequel nous, par Habitat, on n'est pas allé. Du coup, pour la question patrimoniale. Mais sur notre bâti en zinc ou en brise ardoisée, qui est aussi assez costaud en capture de chaleur, quand on fait des opérations de travaux, on isole les brisilles et les combles avec des matériaux avec les temps de déphasage adaptés, et ça donne aussi de très bons résultats. Voilà, et qui sont aussi des solutions plus pérennes, parce que là, on a expérimenté la peinture nouvellement posée, et son temps d'accroche et sa durée de vie, ça, on ne la maîtrise pas non plus. Alors que si vous isolez un comble avec le bon isolant, vous avez presque un cycle de vie de bâtiment. Oui, on voyait d'ailleurs que à l'étage test, l'étage témoin, ils avaient un moins bon confort d'été qu'en haut, même le témoin. Ce qui est quand même pose question, effectivement, sur l'usage qu'il y a eu, mais vous en parliez, de la ventilation nocturne qui n'a peut-être pas été utilisée ou d'autres choses. En fait, donc c'est vrai qu'avec une seule mesure, c'est... on avait un sondage du coup, sur 10 logements en tout, mais finalement, on a vraiment plutôt appris sur le comportement de notre bâtiment et le comportement de nos locataires, parce que la conclusion sur la peinture réflective, elle était assez rapide à trouver. Mais du coup, ça nous a vraiment permis de bien apprendre sur le reste. Pour revenir sur la question du zinc, évidemment, il y a à peu près les 2/3 des surfaces qui sont en zincerie à Paris. Donc il y a un bon tiers sur lequel on peut travailler. Mais il y a des solutions de sarking que les architectes utilisent qui sont très intéressantes. Enfin, l'isolation des combles, c'est quand même la première solution. Et évidemment, donc ça, ce seraient des solutions intermédiaires.
il y a un enjeu patrimonial fort. Comme il y a une déclaration de travaux, imaginez les architectes bâtiments de France, on va leur demander ça va être un peu problématique. Mais surtout que déjà, on voudrait avancer avec eux sur les façades, l'isolation des façades, qui sont des postes importants et sur lesquels aussi il y a des sujets. Donc, on peut pas. Voilà, c'est peut-être pas le sujet de préoccupation premier, on se dit, nous, même si c'est très médiatique. Et après, on voit arriver plein de peintures avec des vernis, avec des couleurs grises. Voilà, donc on ne sait pas encore ce que ça vaut, mais voilà, il y en a qui réfléchissent à ce genre de solution.